Sylvie accompagne bébés, enfants, jeunes, parents et adultes au profil dit atypique et à la sensibilité élevée à se mettre en mouvement pour déployer leur potentiel et créer des possibles dans leur vie familiale, sociale, scolaire et professionnelle. Elle accompagne et forme également les professionnels de la petite enfance, de l'éducation, de la santé, de l'accompagnement et du monde de l'entreprise. Ses spécialités ? La psychopédagogie et l'orientation positive, l'intégration neurosensorielle des réflexes, la relation d'aide, l'ingénierie de formation et le développement des compétences. Ses expériences de vie et expériences professionnelles dans le monde de la santé et du médico-social en tant que travailleur social, formatrice et à la direction des ressources humaines lui apportent une vision à 360 degrés. C'est avant tout une passionnée du développement humain, de l'apprentissage, de la transmission et du haut potentiel sensible. Bonjour à tous, bonjour Sylvie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et avec toi on va parler de stress. Et j'ai envie de dire que ça nous concerne tous un petit peu, non? Carrément. Je crois que ça fait partie de notre vie quotidienne, ça. Bon, bah, c'est top, voilà, je pense que tu vas nous donner plein de clés pour en tout cas essayer d'apprivoiser ce stress qu'on rencontre quand même assez régulièrement. Mmh. Et on va voir autour de l'hypersensibilité aussi, qu'est-ce qui parfois peut être un petit peu exacerbé aussi de ce côté-là. Alors, je partage mon écran et donc c'est parti pour parler du stress et de la sensibilité élevée. L'idée, c'est dans cette conférence de donner des clés pour mieux se comprendre. Et puis, même si mieux se comprendre, c'est l'affaire d'une vie, je crois, mais en tout cas de commencer cela et d'avoir des pistes pour apprivoiser ce stress et faire aussi de ce que j'appelle moi le haut potentiel sensible, enfin en tout cas vraiment un allié, parce que je pense vraiment que c'est un allié. Alors pour cela, hop, on va juste commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est le stress au juste, parce que souvent, le stress, on utilise ce terme-là dans le langage courant. D'ailleurs, de plus en plus, dès qu'il se passe quelque chose, on dit « ah bah, ça me stresse, je dois faire ça, ça me stresse, je suis confrontée à ça, ça me stresse ». On l'utilise vraiment dans le langage courant. Et moi, ce que je propose, c'est juste de faire un petit retour aussi sur la différence avec la peur et l'anxiété. Donc la peur, on est du côté des émotions. Une émotion, c'est aussi un signal neurobiologique qui vient m'alerter qu'il y a un besoin. Et donc le besoin derrière la peur, c'est d'être protégé, de se protéger. Donc c'est tout à fait normal et les émotions, elles sont messagères, elles sont clés, c'est important de les entendre. Donc derrière la peur, ce qu'on a, c'est ce besoin de se protéger et de se protéger. Ensuite, il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est aussi une réaction que l'on peut avoir, qui est complètement normale et qui fait face à une inquiétude, qui fait suite à une peur. Et en fait, ce qui est difficile et ce qui est compliqué dans l'anxiété, dans ces pensées d'ailleurs parfois qui reviennent en boucle, c'est surtout les troubles anxieux. C'est à partir du moment où on a vraiment des troubles anxieux et donc c'est vraiment plus présent que ça peut être là beaucoup plus délétère, même pour la santé, et qu'on a besoin souvent de se faire accompagner. Et en comparaison, le stress, lui, en fait, c'est une réaction qui est biologique, c'est une réaction, c'est un peu cette alarme qui nous invite à agir, à réagir pour mobiliser en fait nos ressources et donc nous adapter à une situation. Donc, en fait, il est présent, le stress, dans notre vie de tous les jours. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on se met en action et en mouvement. Donc, il est drôlement précieux. En fait, à un moment, lorsque je suis confrontée à une situation, à des pensées, des émotions, un danger potentiel, eh bien, mon cerveau va me donner l'alarme, va me dire, allez, réagis. Et ça va mettre en place tout un système au niveau de modification au niveau nerveux, au niveau hormonal, pour pouvoir réagir et agir. Alors, il y a un modèle qu'on appelle le modèle Ciné qui dit finalement qu'il y a plusieurs situations qui peuvent nous amener à avoir du stress. Et donc, le petit acronyme Ciné, c'est le C qui veut dire contrôle faible.
l'imprévisibilité, à partir du moment où voilà, j'ai une situation imprévisible, eh bien ça peut me générer du stress. Le N de nouveauté, un déménagement, un changement d'école pour les enfants, un changement de travail, un nouveau contexte, tout ça peut générer également du stress. Et le E de ego menacé, si par exemple j'ai mes compétences qui sont mobilisées dans une situation et qui peuvent être mises à mal. Donc, en fait, voilà, j'aime bien ce petit acronyme de CINE parce que ça permet de se rappeler ce qui va être à ce moment-là à l'origine du stress. Et donc, quand je suis en contact avec cela, en fait, le stress va m'amener à vivre 3 phases, normalement. Et on va voir que du coup, dans le cadre de l'hypersensibilité, voilà, ça peut être un petit peu différent. Normalement, quand j'ai du stress, j'ai une alarme, c'est-à-dire que le danger se présente, ou en tout cas, ce que je peux percevoir comme un danger se présente. Mes hormones du stress, elles vont se mettre en marche pour réagir, pour me préparer à fuir ou à combattre. Et donc, en fait, ça me permet d'être en mouvement. Ensuite, il y a la deuxième phase qui va être la phase de résistance. Et là, en fait, je vais mobiliser toutes mes défenses pour pouvoir combattre ou fuir. Et là, en fait, l'organisme, il va aller puiser dans toutes nos réserves et apporter l'énergie nécessaire pour lutter contre ce stress. Et il y a une troisième phase qui est la phase normalement de récupération. Et là, elle permet en fait de reconstituer ses réserves. En gros, c'est comme quand on est en stress, c'est comme si on avait une alarme qui se déclenche. Et normalement, il y a un moment donné, il faut que l'alarme, elle se coupe. On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Et quand ce n'est pas toujours le cas, ça peut nous amener vers de l'épuisement. On a en fait, quand on dit, on entend parler de bon stress, mauvais stress. En gros, ce que ça veut dire l'histoire du bon stress ou mauvais stress, c'est qu'on a de toute façon besoin d'un minimum de stimulation pour pouvoir être en action, pour pouvoir agir, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire. On a besoin d'un minimum de stimulation, donc un minimum de stress, entre guillemets, mais on a aussi tout intérêt à ne pas avoir trop de stress, parce que là, pour le coup, on bascule dans d'autres choses, dans de l'épuisement, dans de la fatigue. Voilà. Et là, on pourrait même parler de burn-out, du coup. Alors, on peut se poser la question si finalement les personnes hypersensibles, elles ne sont pas plus enclines au stress. Et pour ça, je suis allée regarder, et depuis quelques années, je m'intéresse vraiment au sujet de la haute sensibilité. Et on a la chance aujourd'hui, même si on est, je crois, au balbutiement de plein de recherches, de plein de choses, hein, on en parle de plus en plus, hein, ce qu'on se disait, Flora, tout à l'heure. Il y a quand même des données aujourd'hui précieuses sur ce sujet. Et donc là, moi, je m'appuie pas mal sur l'Observatoire de la sensibilité qui est sous la direction de Saverio Tomasella, qui est co-dirigé aujourd'hui par Élodie Crépel et Fanny Marais. Et puis, il y a aussi plein de travaux aussi par les équipes de Hélène Aron, qui vraiment est reconnue dans le domaine de l'hypersensibilité. Et j'aime beaucoup aussi les travaux, en tout cas le travail de Cathy Azenem, qui est neuropsychologue et qui donne des clés d'ailleurs très intéressantes, dont je vais vous parler un petit peu là maintenant, mais vous pouvez aussi retrouver plein d'informations dans son livre sur les cerveaux hyper, notamment. Et elle parle de l'hyper, le haut potentiel, mais aussi des profils hypersensibles. Donc, il y a d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des passerelles et il y a des liens entre les deux. Alors, les personnes hypersensibles auraient un hyper-réseau neuronal. Ça veut dire qu'en fait, on a tous un cerveau qui est structurellement, qui n'est pas structurellement différent. Hein. Notre cerveau, il est structuré de la même façon. Mais en revanche, l'activité neuronale, elle va être particulièrement intense. Et dans le cadre de l'hypersensibilité, elle va surtout être intense dans les régions qui sont responsables à la fois des émotions et à la fois des perceptions sensorielles. Donc là, ça va un petit peu à tout régime à ce niveau-là. Et donc forcément, hein, on va voir que c'est en cas de le lien avec le stress, que c'est plus difficile de filtrer tout ce qui arrive. Ensuite, on a un système nerveux. Donc la personne hypersensible peut avoir aussi un système nerveux qui est aussi plus activé, qui est suractivé. On a tous ce qu'on appelle un système nerveux autonome.
avec alors je le décris là, juste pas pour, voilà, mais pour vraiment comprendre derrière ce qui se passe. On a un système sympathique. Le système sympathique, c'est celui qui est responsable de nous mettre en action. Donc tout à l'heure, quand je disais que en cas de stress, hop, j'ai besoin de me mettre en action, là c'est mon système sympathique qui a intérêt à se réveiller. D'ailleurs, il a plutôt intérêt à se réveiller parce que si je ne bouge pas, voilà, il peut se passer aussi des choses. Et c'est lui qui va nous pousser à agir. En revanche, on a l'autre système qui est le système parasympathique. Lui, c'est celui qui va être responsable de ma détente, de permettre en tout cas de me régénérer. Et donc, en gros, c'est comme si on avait l'accélérateur et le frein dans la voiture. Le sympathique, il accélère, le parasympathique, il freine. Et donc, en fait, ils sont super bien, ces deux systèmes, puisqu'ils fonctionnent en vase communicant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'active, l'autre, il s'inhibe, et puis vice-versa. Il y a des études qui ont montré que dans le cadre de l'hypersensibilité, comme il y a besoin de soutenir cette forte activité neuronale dont je parlais tout à l'heure, eh bien forcément, je vais devoir être un petit peu plus sur mon système sympathique pour être un peu en tension. Et du coup, le système parasympathique, lui, il va s'affaiblir un petit peu. C'est pour ça qu'on peut avoir des fois des personnes qui ont un peu ce syndrome des gens sans repos, qui voilà, parviennent pas à récupérer. Moi, je vous invite vraiment à aller regarder aussi toutes les choses autour de la théorie polyvagale et du nerf vague pour comprendre ce qui se passe autour du stress. Pour ça, vous pouvez aller voir, il y a les ouvrages de Stéphane Porges et on peut aller regarder aussi du côté de ce que propose Sandra Boré, qui finalement permet de comprendre de quoi il s'agit. Donc vraiment à aller voir parce que on voit comment le nerf vague peut avoir un impact important sur notre capacité à gérer notre stress ou pas. Ensuite, un autre point, c'est que les personnes hypersensibles, en tout cas au profil hypersensible, pourraient avoir une activité particulière de certains neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, en fait, c'est notre cerveau qui produit des hormones qui sont messagères là aussi et elles permettent, en fait, elles donnent le message de tout notre fonctionnement biologique, de toutes nos fonctions vitales et elles influencent aussi nos comportements. Et on sait, donc dans les travaux qui existent sur le sujet, il semblerait que les personnes qui ont un mode de fonctionnement un peu hyper auraient une faiblesse ou un excès de certains neurotransmetteurs. Je prends l'exemple, quand on est en sous-stress, il y a le cortisol et l'adrénaline que l'on mobilise à fond les ballons pour pouvoir réagir. Eh bien, il semblerait que ce cortisol-là soit en trop. Un peu en trop dans le mode de fonctionnement. Il paraît qu'il y aurait également des dérèglements au niveau de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui permet d'être motivé, dans le plaisir. Quand on parle de procrastination aussi, on parle de ça. Et puis, il y aurait également une déficience de la sérotonine. La sérotonine, c'est cet neurotransmetteur qui permet de retrouver du calme et du bien-être et de réguler les émotions. Et donc, elle serait comme quand on est trop sous stress, la production de sérotonine s'affaiblit. Donc, on voit là, en fait, tout le lien qu'il pourrait y avoir entre les deux. Alors, l'hypersensorialité, quand on sait dans les caractéristiques des personnes hypersensibles que les sens peuvent être décuplés, que ce soit l'ouïe, l'odorat, voilà. Donc forcément, ça veut dire que quand on est dans l'hypersensorialité, on reçoit plein d'informations sensorielles. Il y a des particularités aussi qu'on retrouve chez les personnes hypersensibles. Et donc là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des études qui mettent en avant tout ça. C'est que les personnes qui sont hypersensibles, elles ont des neurones miroirs qui seraient beaucoup plus actives. Alors, les neurones miroirs, c'est quoi? C'est les neurones qui servent en fait à imiter des actions que l'on a vues. Mais elle joue aussi un rôle important pour arriver à décrypter ce qui se passe chez l'autre, ses intentions, ses émotions. Et ça, c'est assez important et présent chez les personnes hypersensibles.
Voilà, donc il y a cette particularité qui a été mise en place, et donc ça veut dire forcément que ça veut dire qu'il y a des antennes un petit peu partout en permanence. Donc ça aussi, on va voir que ça ne permet pas à l'alarme du stress là de se couper. Ça veut dire qu'on est toujours un peu, ce que je disais tout à l'heure, en sur-régime. Et puis, il y a l'insula. L'insula, c'est une petite région dans le cortex qui est le siège de la conscience. Et il y a, par imagerie médicale, on a aujourd'hui des retours comme quoi l'insula serait beaucoup plus active chez les personnes hypersensibles. Ça veut dire qu'en fait, elles sont aussi plus conscientes des choses. Ce qui parfois peut générer du stress en fonction des situations. Alors c'est génial parce que la pleine conscience, ça veut dire que la gratitude, on la vit à multiplier par 1000, mais ça peut être également la même chose quand on est conscient de ce qui se passe autour de soi, des situations plus complexes, du contexte sanitaire, et on en passe de tout ça. Et puis il y a aussi le thalamus. Le thalamus, c'est une partie qui permet, sa fonction première à ce thalamus, c'est de faire un choix par rapport aux informations qu'on reçoit et auxquelles on va prêter attention. Et donc, il y a une étude qui a montré que les personnes hypersensibles avaient un fonctionnement moins bon de leur thalamus, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas le rôle de filtre. En tout cas, le filtre, voilà, c'est, imaginons une passoire, il y a plein d'informations qui passent, et donc c'est moins filtré. Et donc, forcément, si c'est moins filtré, eh bien, ce qui se passe, c'est que je peux, donc en conclusion de tout ça, avoir une alarme de réaction au stress qui est beaucoup plus active. C'est-à-dire que je vais être un peu en mode hypervigilance. Et là, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait l'alarme. Là, je me mets en réaction et ensuite, je suis censée récupérer. Eh bien, pour des personnes au profil un peu hyper, ce qui peut se passer, c'est qu'on est un petit peu en alarme permanente. C'est-à-dire que, sans forcément s'en rendre compte, jusqu'au moment où il y a un peu effet saturation. En fait, c'est le moment où, quand un peu ça explose, ça déborde, en général, c'est parce qu'il y a eu une tension qui a fait tenir en alarme, mais l'alarme, on ne l'a pas coupée à un moment donné. Et quand ça arrive, en général, ça fait un peu débordement. En tout cas, on dit vraiment d'être en saturation, en saturation même neuronale. Et puis, forcément, on peut retrouver un peu plus d'hyperfatigabilité, de charge mentale et affective, et une résistance accrue au stress qui peut amener, c'est vrai qui peut amener à des risques même de burn-out et d'épuisement. Donc tout ça, pas pour brosser un portrait négatif ou difficile de l'hypersensibilité, loin de moi, parce que je pense vraiment que c'est une force. En revanche, ça peut permettre d'expliquer juste et de comprendre que, oui, face au stress, c'est plus poreux, et puis ça va demander vraiment déjà de comprendre ce qui se passe, pour pas se coller un tas d'étiquettes incroyables. Je dirais même, c'est pas les personnes hypersensibles n'ont pas une intolérance au stress. Justement, elles tolèrent beaucoup de choses et arrivent à rester dans des états de stress importants sans s'en rendre compte, et ça avance, etc. Donc, mais elles vont avoir besoin, en tout cas, de prendre en compte ça, ce mode de fonctionnement aussi, pour pouvoir l'apprivoiser déjà. Mais tu vois, Sylvie, je trouve ça intéressant parce que tu dis sans s'en rendre compte, et je crois que c'est tellement, on est tellement né comme ça, en fait, finalement, qu'on n'a même pas conscience que pour les autres, ils sont pas, enfin, tu vois, que c'est un état de stress, je pense même. Ah, carrément. C'est là, tout à l'heure, je vais parler des réflexes archaïques, et en fait, on va voir qu'il y a du lien avec ce stress. Les personnes, mais même moi, quand j'accompagne, je vois des personnes donc je leur fais vivre finalement à lâcher des choses et à ressentir de la détente. Ils me disent, mais c'est incroyable, je ne connaissais pas cet état-là. Au même titre que quand on dit à une personne lâche prise, il faut lâcher prise. Ouais, mais c'est quoi lâcher prise? Enfin, c'est qu'est-ce qui se passe, surtout si je suis finalement en tension permanente de fond, et que c'est une manière d'être, de se sentir ou de fonctionner depuis le début. C'est vrai qu'il n'y a pas de comparatif, c'est difficile.
Alors moi, je veux vous raconter l'incroyable histoire des réflexes archaïques parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 ans et qui m'a passionnée et qui a pour moi fait énormément de sens sur beaucoup de choses et notamment sur ce qui se joue en termes de sensibilité, d'hypersensibilité. Alors, les réflexes archaïques, en fait, c'est des programmes de mouvements automatiques que l'on a tous. Depuis depuis que nous sommes embryons, en fait. Et donc, moi j'ai toujours été fascinée par observer les bébés, comment ils fonctionnaient. Et puisque finalement, on est programmé avec plein de mouvements automatiques qui nous permettent de fonctionner, de nous protéger dès nos premiers instants, d'être en mode survie, de nous développer. On commence par le développement moteur, mais on grandit à tout niveau, que ce soit au niveau affectif aussi et social. Bref, c'est un programme de mouvement que l'on a tous de manière automatique. Je prends un exemple, lorsque un bébé va naître, il va tout de suite avoir un réflexe de succion qui va lui permettre du coup de s'alimenter. À ce moment-là, tout ça se fait de manière pleinement automatique. Et là, quand on regarde la coupe là, du cerveau, je vous montre avec le petit curseur, en fait, c'est cette partie-là, le tronc cérébral, qui agit. Notre tronc à la naissance, on vient tous avec une structure cérébrale qui est celle-ci. Un tronc cérébral, cervelet, un système limbique. Ici, c'est un peu ce qu'on appelle le cerveau des émotions. Et puis le cortex, c'est un peu plus ce qu'on appelle le cerveau de la réflexion, ce qui nous permet d'avoir un raisonnement, d'analyser, de comprendre. Quand on est à la naissance, à la maternité, on teste des réflexes archaïques. Les médecins les testent. Et en fait, ce qu'ils testent, c'est pour voir si tout est OK. Parce qu'à la naissance, on arrive avec toute cette structure-là. En revanche, il n'y a que ça qui est vraiment connecté. Et on va passer notre temps, dans les premiers temps de notre vie, à connecter toutes ces parties-là entre elles. Et d'ailleurs, il faut savoir que le cortex, là où on nous demande de raisonner, d'analyser, d'apprivoiser parfaitement ses émotions, son stress, etc., en réalité, ce qu'on nous demande, c'est d'être du côté de notre cortex qui ne va n'arriver à maturité qu'autour de 25 ans. Donc, voilà, on peut lâcher des choses parfois un petit peu avec nos enfants notamment. Et donc, on voit là qu'au début, quand le bébé naît, eh bien, il y a des connexions neuronales. Et en fait, au fur et à mesure qu'il va être en mouvement, qu'il va bouger, qu'il va être bercé, qu'il va commencer à se mouvoir, à se retourner, à ramper, à marcher à 4 pattes, eh bien, il va continuer à créer plein de connexions neuronales. Et tout ça, on le fait, tous ces mouvements-là, on le fait grâce notamment à nos réflexes archaïques ou primitifs. On peut entendre les deux termes. En gros, on pourrait dire que quand le corps s'organise, le cerveau s'organise aussi. Moi, j'aime bien cette phrase de corps organisé, cerveau organisé, parce qu'on voit complètement le lien. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aujourd'hui avec les neurosciences au cerveau, et c'est passionnant, mais en fait, n'oublions pas le corps qui est pas uniquement le taxi de notre cerveau. Il a un rôle juste fondamental et c'est à partir de là qu'on donne des indications, que nos sens donnent des indications au cerveau. Donc on voit que les deux sont vraiment précieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe en gros avec ces histoires de réflexes archaïques? Tous les bébés, on a normalement des réflexes et il y en a on en compte autour de 70 réflexes, qui nous permettent donc à la fois de nous protéger, de survivre, de créer des connexions neuronales, de travailler toute notre sphère sensorielle, de nous développer au niveau moteur. Il y a 3 phases pour chaque réflexe. Les réflexes, ils vont pour démarrer émerger, donc ils vont apparaître. Il y en a qui vont apparaître pendant la grossesse, il y en a qui vont apparaître à la naissance, il y en a qui vont dans les premiers mois de vie. Donc ils vont émerger, ils vont être pleinement actifs. Et puis après, ils vont aller s'intégrer. S'intégrer, ça veut dire qu'en gros, petit à petit, les mouvements complètement involontaires, ils vont laisser place à des mouvements volontaires. Je prends un exemple, l'agrippement.
le bébé, vous avez tous fait l'expérience de mettre la main à côté d'un bébé et hop, il va vous agripper le doigt. D'ailleurs, on est souvent très ému en plus de ça, on dit « Oh, il m'accroche le doigt ». Voilà. Il va faire ça grâce à son réflexe d'agrippement. En fait, ce qui va se passer progressivement, d'ailleurs, c'est une période qui ne plaît pas toujours aux parents, il y a cette période-là où il va commencer aussi à prendre des objets et les jeter. Et puis il va le faire, hein, et puis on va ramasser, il va reprendre, on va le rejeter, etc. Mais là, il est déjà en train de comprendre que, ah tiens, je peux prendre un objet et le lâcher. Et donc, il va laisser place de ce mouvement d'agrippement involontaire, il va laisser place petit à petit à un mouvement volontaire. Et ce qui va être important, c'est que donc, quand on va être dans la phase d'intégration, ça va faire que cet agrippement-là, on va aller le ranger dans notre tronc cérébral. Imaginez-vous que vous avez un petit placard là-dedans. Et bien, normalement, une fois qu'il a fait son job et son travail, ils vont aller se ranger là-dedans. Donc, ça, c'est quand tout se passe bien. Et donc, en gros, l'activation des réflexes archaïques et l'activation puis l'intégration, parce que c'est important qu'ils soient activés, l'activation et l'intégration vont être vraiment des fondamentaux pour notre état de sécurité intérieure. En gros, c'est pour ça que si on fait le lien avec le stress, tout notre état de sécurité intérieure va être notamment beaucoup conditionné à ce travail de réflexe, autour des réflexes archaïques. Mais comme je disais, il y a plein de choses qui peuvent faire que, en fait, ça va être entravé. Il se peut qu'il y ait des réflexes archaïques qui persistent. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller s'intégrer, d'aller se ranger dans le placard là, que l'on a, eh bien, ils vont rester actifs. Et c'est-à-dire que, par exemple, ce réflexe d'agrippement, je vais le retrouver, moi, avec les enfants qui ont des problématiques d'écriture. Ceux qui ont beaucoup de difficultés pour écrire et qui, en fait, ont beaucoup de tensions, de douleurs, etc., c'est parce qu'ils ont un réflexe d'agrippement qui est encore très présent. Donc, on va voir qu'ils peuvent persister ou carrément, ils peuvent ne pas se développer. Et donc, là aussi, ça peut amener des difficultés. À noter qu'on a tous des réflexes archaïques qui ne sont pas intégrés, que ce soit les enfants, que ce soit nous adultes. Hein. En réalité, même moi qui travaille dessus, j'ai plein de réflexes qui ne sont pas du tout intégrés. On verra que ce qui est important, c'est à partir du moment où j'ai un besoin particulier, un objectif. Sinon, voilà, ça fait qui l'on est. Et d'où ça vient que ce ne soit pas intégré? Alors, quand on est... il y a plusieurs raisons à cela. Il y a les conditions de la grossesse. Par exemple, si la maman a été alitée pendant sa grossesse, s'il y a eu beaucoup de stress pendant la grossesse, s'il y a eu contact avec beaucoup de toxicité, le tabac, l'alcool, le champ électromagnétique, il y a plein de choses qui peuvent impacter les conditions de la grossesse, et bien là, en tout cas, ça peut déjà avoir un impact. On peut avoir aussi des réflexes qui ne se développent pas forcément, ce développement qui est entravé en fonction des conditions de naissance. Donc, l'accouchement. Est-ce qu'il y a eu un accouchement par césarienne, par forceps, par ventouse? Est-ce qu'il y a eu notamment une prématurité? Est-ce qu'il y a eu un grand temps de séparation à la naissance parce que l'enfant a dû être emmené pour des soins importants à ce moment-là? Il y a aussi toute la partie première année de vie dans laquelle est-ce que l'enfant a été par exemple trop en transat, dans des trotteurs, n'a pas pu expérimenter sa motricité libre. C'est vrai que pendant un temps, par exemple, on disait, et on continue à le dire, que les enfants doivent dormir sur le dos. Les bébés doivent dormir sur le dos. Donc ça, c'est bien évidemment, il y a des mesures autour de cela. En revanche, la journée, c'est bien qu'il puisse être sur le ventre. Parce qu'en réalité, au moment où il va être sur le ventre, il va aller explorer, il va aller permettre justement tout ce travail d'intégration de réflexes. Donc ça va être important. Et il peut y avoir aussi, pendant la première année de vie, parce qu'en fait, les réflexes archaïques, on dit que tout ce processus d'intégration, la plupart, il y a plein de choses qui se jouent jusqu'à 1 an, voire pour certains 2 ou 3, mais c'est vraiment autour de la première année que tout ça se met en place.
Et en fait, si par exemple, ce que je disais sur la motricité libre, s'il y a eu, pardon, aussi des histoires autour de maladies, de gros stress pendant la première année, bah, tout ça aussi, ça peut aller impacter. Si j'ai pas pu être suffisamment bercée, en mouvement, voilà, ça va aller conditionner. Alors, zéro culpabilité, je parle en tant que maman là, parce que déjà d'une, on n'est pas forcément informé de tout ça. Parfois, on a même plein de choses contradictoires, donc on ne sait plus quoi écouter. Et puis, on n'est pas maître des conditions d'accouchement, de grossesse. Enfin voilà, on se retrouve alité. Enfin, je veux dire, il y a des raisons de santé, et donc c'est important. Donc, on ne peut pas avoir maîtrise de tout cela. Ce qui est important, c'est on peut faire des choses en termes de prévention, mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir y remédier. Alors, juste avant de reparler sur comment on peut y remédier, c'est juste de dire qu'en fait, les réflexes archaïques, ils sont incroyables parce qu'ils peuvent avoir un impact à la fois sur la sphère cognitive, donc tout ce qui est apprentissage, les problématiques, les troubles ou les difficultés de type 10, tout ce qui va être de l'ordre de la mémorisation, de la concentration, voilà, de la sphère des apprentissages, il peut y avoir de lecture, d'écriture, il peut y avoir un impact lié à des réflexes qui sont actifs. Pareil pour la sphère émotionnelle. Lorsqu'on a des personnes qui vont être complètement, on va aller voir certains réflexes, mais plutôt ce qu'on va dire introvertis, mais qui vont avoir du mal à communiquer, à exprimer leurs idées, qui vont avoir du mal à être en relation, qui vont même tout ce qui va être de l'ordre juste même du mutisme ou des phobies, des grandes peurs. Eh bien là, ça peut être aussi des réflexes qui sont actifs, au même titre que les personnes qui vont être dans la susceptibilité, dans la surréaction en permanence, par exemple, voilà, qui vont réagir au quart de tour. Là aussi, ça peut être lié à cela. Et il peut y avoir des impacts sur la sphère corporelle, les maladresses, par exemple, ces personnes qui vont dire elle fait tout le temps tout tomber, ou dès qu'on marche à côté d'elle, elle me pousse, ou des difficultés à coordonner ses mouvements, et donc des difficultés à faire certaines activités sportives, par exemple. Eh bien, ça aussi, ça peut être impacté. Donc, on voit que la chance que nous avons, c'est qu'on a une belle plasticité cérébrale et qu'en fait, tout ne se joue pas avant 1 an. Hein. Loin de moi de dire ça. En plus, je pense que voilà, on a tous un cheminement et des choses à faire au fil de l'eau. Et donc, non, il est possible d'y remédier. Et pour cela, eh bien, il y a des approches d'intégration des réflexes. Donc moi, je suis formée à une approche en particulier, mais il en existe plein d'autres. Et en fait, ces approches, elles consistent à quoi? Elles consistent à reproduire les mouvements rythmiques que fait naturellement le bébé. Donc, on reproduit ces mouvements rythmiques-là pour pouvoir permettre au corps et au cerveau encore de continuer à refaire des connexions et des liens. Et donc, en fait, en France, on commence vraiment à reparler, peut-être que vous en entendez parler là de plus en plus de ces réflexes archaïques, parce que en France, on en parle vraiment depuis les années 2000, hein, alors que ça fait déjà des années, vous allez en Angleterre, dans d'autres pays, on en parle depuis bien longtemps. Mais parce que il y a des médecins qui se sont intéressés, il y a le docteur Bloomberg notamment qui s'est intéressé à cela, et plein d'autres professionnels, notamment des kinésiologues aussi. Voilà. En tout cas, c'est une approche où on retravaille à partir en fait du corps. On repart de ce qui se passe, de cette sagesse corporelle que l'on a en fait dès nos premiers instants, et on retravaille tout ça. Alors, ce que je propose là, c'est d'aller regarder 4 réflexes que je retrouve régulièrement auprès des personnes qui ont une haute sensibilité. Et vous allez faire du lien avec tout ce qui s'est dit juste avant. Et qui crée vraiment aussi nos fondements de sécurité. Donc, on va en voir 4. Et je vais vous présenter Monsieur Réflexe Paralysie par la peur. On entend dire le RPP, son petit diminutif. C'est un réflexe, c'est le premier de nos réflexes qui émerge dès la 5e semaine de grossesse.
Et d'ailleurs, c'est souvent celui qu'on reconnaît puisque c'est vous savez, les petits coups dans le ventre, hein, quand on commence à sentir les premiers coups de pied. En général, c'est en fait cette réaction réflexe. Il émerge à la 5e semaine de grossesse et normalement, il est censé s'intégrer vers la 12e semaine de grossesse. Et en fait, il ne va pas complètement s'intégrer, il va aller rejoindre un autre réflexe que je vais vous présenter après. Donc, il est très en lien avec un autre réflexe. Sa mission à ce réflexe, c'est de créer notre fondement, notre sécurité intérieure. En fait, si mon réflexe a joué son rôle, je devrais avoir une réaction assez mature au stress. C'est-à-dire que je vais me protéger en cas de danger. Et d'ailleurs, le réflexe de paralysie par la peur, il nous sert notamment à nous figer, à éteindre le système, notre système sympathique pour survivre à un danger potentiel. On peut faire le lien dans des situations un peu catastrophiques où il y a des personnes qui figent, qui ont plutôt intérêt à figer, d'être complètement mortes pour pouvoir survivre dans des situations. Donc voilà, c'est ce réflexe-là qui nous permet cela. Donc, c'est les premiers mouvements qu'on ressent chez le fœtus et il va avoir un rôle vraiment important sur notre système nerveux central. Alors, les conséquences, en gros, lorsque ce RPP, je pense qu'en plus, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a ce cycle des réflexes où il émerge et ensuite il s'intègre. On peut avoir eu des réflexes qui se sont bien intégrés et en cas de gros stress, réapparaître de nouveau. Je prends par exemple le contexte qu'on est en train de vivre actuellement. On peut ressentir, je le vois en accompagnement de toute façon, et chez les enfants, mais les adultes aussi, une présence de réflexe de paralysie par la peur très réactivée avec la situation qu'on connaît depuis plus d'1 an là. Donc, on peut réactiver aussi en situation de stress, il y a des réflexes qui se réactivent. Par exemple, donc les conséquences qu'on peut retrouver chez un RPP actif, eh bien, c'est quand on se dit « ah ben, je suis dépassé par le monde qui m'entoure », ou on peut se dire « je me ferme, je me fige » ou « je me rétracte dès qu'il y a un danger », ou ces personnes qui peuvent se dire « ah ben, des fois, franchement, j'ai l'impression d'être un peu un caméléon, j'adopte une toute autre personnalité, je m'adapte, me suradapte à plein de choses ». Lorsqu'on a des difficultés aussi à filtrer toutes les informations sensorielles sous stress, bruit, lumière, chaleur, quand on parlait tout à l'heure de l'effet saturation, en tout cas, on voit le lien avec le RPP aussi. Lorsque je ne parviens pas à regarder dans les yeux, ou que j'aime pas qu'on me touche, ou que je fais des grosses crises de panique, que j'ai des phobies, les personnes qu'on dit hypocondriaques aussi, les personnes qui vont être du côté du mutisme, les personnes qui vont avoir des difficultés à exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs opinions, eh bien, voilà, ou qui vont avoir une position vraiment où on va dire très timide, voilà, il peut y avoir du RPP là-dessous, en tout cas. On a un autre réflexe, c'est le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, c'est un réflexe qui émerge dès la 8e semaine de grossesse. En fait, c'est celui qui fait suite au RPP. Et il va s'intégrer autour des 4 mois. Le réflexe de Moro, c'est un réflexe que les parents repèrent assez bien. En tout cas, moi, quand j'accompagne, ils me disent souvent « ah bah oui, je sais très bien, c'est celui où il fait un peu des sursauts comme ça dans son lit ». Alors en fait, oui, il a un rôle important parce qu'il va fonder notre sécurité intérieure, il va nous permettre là aussi d'avoir des réactions matures au stress, il va jouer un rôle important pour entraîner le corps à se recentrer après avoir été désorienté. En gros, lorsque j'ai un réflexe, le réflexe de Moro, c'est ça, le schéma moteur, c'est le bébé, il va y avoir une stimulation, il va entendre un bruit, ou il va y avoir la tête qui part un peu en arrière, ou voilà, il va avoir une stimulation. Cette stimulation sensorielle va faire que le bébé va s'ouvrir comme ça, et il va y avoir une deuxième phase normalement où il va falloir qu'il aille se refermer. Et en fait, en gros, c'est comme « ah là là, il y a un danger autour de moi, le monde est insécure, il se passe plein de choses, mais je peux quand même me retrouver, être en sécurité, etc. » Donc en fait, on fait l'épreuve de se sentir
sécure dans l'insécurité aussi avec ce réflexe de Moro. Il entraîne en fait, donc, comme je disais, le corps à se recentrer après avoir été désorienté. Il joue un rôle aussi important au moment de la première respiration à la naissance. Il permet d'entraîner aussi le corps du bébé qui est resté replié pendant 9 mois à s'étirer et à s'ouvrir. Et donc, il va avoir aussi un rôle important dans tout ce qui est musculaire, un tonus musculaire. Mais c'est moins ce qui nous intéresse là sur cette conférence. En tout cas, voilà, il est déclenché par soit une inclinaison de la tête, soit une sensation de chute, un bruit fort ou tout stimuli sensoriel. Et il va se décomposer en deux phases. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va reconnaître un réflexe de Moro quand, par exemple, on se dit « Ah, c'est plus fort que moi, je suis souvent en mode surréaction, j'explose ». Ou franchement, elle est si susceptible, on ne peut rien lui dire. Dès qu'on lui dit un truc, elle réagit au quart de tour, c'est dingue. Ou je manque de coordination dans le haut ou le bas du corps. Ou je peux avoir des grandes tensions dans le dos, dans les mollets, dans tout ce qui est lombaire, donc le bas du dos. Lorsqu'on manque de sécurité, de souplesse, qui a besoin de tout contrôler, de contrôler les situations, de contrôler les personnes, voilà, il y a ce besoin de contrôle. Lorsque le seuil de tolérance au stress est très bas, donc en tout cas, le stress va vite générer un effet saturation. Lorsque je me fatigue très facilement ou je passe souvent d'état, j'ai une énergie débordante et puis derrière plus rien. Ces allers-retours comme ça aussi sont liés avec le réflexe de Moro, ou quand on a tout ce qui est de l'ordre de l'hypersensibilité, voilà, on peut être en lien avec cela. Les allergies, les personnes qui sont souvent allergiques à plein de choses, il y a le réflexe de Moro qui peut être là. Et puis cette difficulté aussi à parfois se concentrer ou à faire des choix. Faire un choix, ça peut être très compliqué quand on a un réflexe de Moro, entre autres, qui peut être actif. Un autre réflexe qu'on retrouve, c'est les réflexes spinaux. Alors là, j'en ai mis deux dans le même groupe. Les réflexes spinaux, en gros, c'est des réflexes qu'on a dans le dos. On a deux réflexes qui sont plus connus. Ça s'appelle le réflexe de Galland et le réflexe de Pérez. En gros, le réflexe de Galland, comme là sur la petite image, quand on passe le doigt comme ça, hop, sur le côté du bébé, normalement, il y a une petite flexion, il bouge d'un côté. Et puis, si je fais ça de l'autre côté, il va faire pareil. Le réflexe de Galland, pareil, ça apparaît pendant la grossesse et c'est censé s'intégrer autour de 5 à 9 mois. Et donc, on a cet autre réflexe, le réflexe de Pérez. Peut-être certains d'entre vous, quand on passe le doigt le long de la colonne, hop, il y a tout de suite des réactions, des chatouilles. C'est la première chose qui vient. Vraiment une zone très sensible. Ça, c'est le réflexe de Pérez qui, lui, arrive autour de la 12e semaine de grossesse et est censé s'intégrer autour de... alors, on parle de 3 à 6 mois, mais il peut parfois rester vraiment visible jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans. Et en fait, ces réflexes-là, pourquoi je vous parle des réflexes spinaux du dos, c'est parce que lorsqu'on on a une sensibilité élevée, généralement, il y a cette hyperesthésie, tous ces sens qui sont en alerte, et donc celui-ci pourrait aussi expliquer en partie. Donc, en gros, la mission du réflexe de Galland, c'est de permettre au fœtus de retourner la tête en bas et de se positionner pour la naissance. Vous voyez, il sert à plein d'autres choses. Et il est important dans le développement aussi de l'équilibre. Il va être très actif pendant l'accouchement. C'est grâce à lui, entre autres, à celui-ci et plein d'autres, que l'accouchement par voie basse, par exemple, peut avoir lieu. Et on a le réflexe de Pérez, quant à lui, il va vraiment permettre de fonder une bonne coordination de l'ensemble du corps et notamment de cette connexion entre les membres et la tête et le centre du corps. Donc, ils vont être vraiment... On voit qu'en fait, il y a un côté complètement moteur là, dans ce que je vous présente. Et pourtant, ça va avoir plein d'impact sur la sphère aussi émotionnelle. Pour le Galland, voilà, je vous ai dit un petit peu comment on le testait, on pouvait le voir actif. Quand j'accompagne, par exemple, je refais des tests pour voir s'ils sont actifs et en général, on peut avoir les réactions qu'on voit chez un bébé. On a exactement les mêmes réactions. Alors, les conséquences, quand on a des réflexes spinaux qui ne sont pas intégrés, eh bien, on va retrouver ça, par exemple. Je ne supporte pas les étiquettes des vêtements ni les vêtements serrés. Juste une étiquette peut devenir un énorme problème.
Je suis hypersensible au bruit et au toucher, ou voilà, il y a un manque de tonus, ou je n'aime pas tourner le dos à une porte ou à quelqu'un qui s'agite et bavarde dans mon dos. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, je sais que dès que j'ai quelqu'un, je marche et j'ai quelqu'un derrière, je suis obligée de me retourner, voilà, parce que tout de suite, voilà, ça génère de la réaction. Donc, ça peut être ça. J'ai du mal à mémoriser, à me concentrer. On me dit tout le temps que je suis hyperactive. C'est vrai que j'ai des difficultés à rester assise sur une chaise. Typiquement, les personnes qui ont du mal à rester assises sur une chaise, qui ont besoin de bouger, voilà, on peut avoir ce réflexe, tout ce qu'on décrit comme agitation chez les enfants, eh bien, on retrouve souvent des réflexes spinaux actifs. Les problèmes de neurésie aussi. Par exemple, mon garçon a 8 ans et fait de l'énurésie. C'est des choses qu'on peut retrouver aussi avec ces réflexes-là. Ou lorsqu'on a une scoliose, ou j'ai du mal à me connecter à mes ressentis, mes émotions. Voilà, il va y avoir un lien avec ces réflexes spinaux aussi. Est-ce que là, dans la liste que tu nous donnes, est-ce qu'il faut en avoir plusieurs ou un, ça peut suffire pour savoir que c'est non intégré chez nous ou... Alors, un pourrait suffire. Il n'y a pas besoin d'avoir de cumuler toute la liste. Là, c'est vraiment pour donner des exemples. En plus, on voit bien qu'il y a des exemples très variés, que ce soit sur l'aspect émotionnel, corporel ou cognitif. Mais non, il suffit d'avoir, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui me dit, bah, c'est juste, je supporte pas les étiquettes. Voilà, dès qu'on me dit, je supporte pas les étiquettes des vêtements trop serrés, et donc j'ai besoin de mettre des vêtements, tout ça, ça va tout de suite me mettre la puce à l'oreille sur le réflexe de Pérez ou de Galland quand ça concerne. Et donc, dans ce cas-là, on va aller vérifier par des tests en direct. Et une fois que tu as retravaillé ça, c'est complètement résolu ou c'est comment, enfin, c'est calmé, c'est... Alors, c'est vrai que tout va dépendre, mais en général, alors oui, ça apaise. Tout va dépendre de l'objectif de la personne. Mais c'est sûr que moi, quand je travaille avec les enfants sur ou les adultes sur ces réflexes du dos, eh bien, très vite, en effet, il n'y a plus les mêmes réactions exacerbées qu'il peut y avoir il y a un moment. Donc oui, on peut retrouver largement du confort. Après, souvent, on me dit, mais finalement, Sylvie, cette histoire de réflexe, ça veut dire qu'en gros, on peut gommer l'hypersensibilité ou autre? Non. Et un grand non, parce que en plus, je suis vraiment, il me semble essentiel de ne pas voir l'hypersensibilité comme quelque chose qui n'a pas lieu d'être, de négatif, parce que je pense que c'est une façon d'être au monde. Donc voilà, ça englobe plein d'autres choses à mon sens. En revanche, on va pouvoir aller apaiser ce qui parfois peut devenir vraiment très inconfortable. C'est plus dans ça. On peut toujours, on continue à les sens, on voit bien quand on a des sens très alertes. Si par exemple j'ai un odorat très alerte, ça va me servir à plein de choses. Voilà, donc potentiellement c'est vraiment important de garder cette façon d'être au monde, mais par contre ça va vraiment pouvoir agir sur le côté inconfortable. On va pouvoir retrouver un peu plus de confort. Super. Ça, c'est intéressant. Voilà. Mais ouais, pareil, c'est vrai que quand on accompagne en réflexe, on a aussi beaucoup de personnes avec... on peut faire des liens avec tout ce qui est autour des troubles 10, du TDAH. En gros, on dit bah, ça serait bien qu'il soit plus hyperactif et agité. On va pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus apaisé. Hein. Maintenant, ça n'enlève pas le TDAH qui est un fonctionnement. Voilà. Donc, c'est pareil pour le stress. On ne va pas s'éviter d'être en stress ou d'arriver facilement on ne pourra pas éviter d'être en stress. En revanche, on va pouvoir apprivoiser quand même ce qui amène justement ces saturations. Dernier groupe de réflexes, les réflexes d'agrippement, que je retrouve là aussi très présents. Les réflexes d'agrippement, on a deux types d'agrippement. On a l'agrippement
palmaire, donc la main, et on a l'agrippement plantaire. Quand vous passez le doigt là au côté d'un bébé, tac, il agrippe. D'ailleurs, il y a pas, vous pouvez très vite regarder si quelqu'un vous passe le doigt aussi au niveau du pied, est-ce que par moment vous agrippez? Rendez-vous compte, observez aussi peut-être quand vous êtes debout, est-ce que parfois vous n'auriez pas tendance à vous agripper au sol aussi? C'est des petites choses, on n'en prend pas toujours conscience, et puis quand on s'en rend compte, on fait « Ah oui, tiens, je suis un petit peu agrippée là ». Les réflexes, on les connaît sous le nom de grasping. On a les agrippements palmaires, eux, ils vont apparaître dès la première semaine après la naissance. Et l'agrippement plantaire, lui, au cours du 3e mois de grossesse. Et au niveau de leur intégration, l'agrippement palmaire, à la fin de la première année, normalement, il devrait laisser tranquille, et l'agrippement plantaire entre 7 et 9 mois, ce qui va permettre aussi après plus facilement de marcher. Parce que si je suis comme ça, c'est plus compliqué d'apprendre à marcher. Donc, on voit bien qu'ils ont un rôle important dans notre développement. Alors, le rôle des réflexes liés à l'agrippement palmaire, il est responsable vraiment du développement de la coordination motrice, la motricité fine aussi. C'est pour ça que je vous parlais d'écriture tout à l'heure notamment. Il va avoir un rôle vraiment dans la latéralisation, dans cette capacité à notre droite, notre gauche, le haut, le bas, enfin tout ça. Ça va avoir il y a aussi l'agrippement plantaire qui va lui avoir un rôle qui est en fait un vieux vestige de nos primates qui s'accrochaient aux fourrures avec leurs pieds ou aux branches, mais il va s'intégrer lui progressivement parce que le pied, une fois qu'on va commencer à ramper, à marcher à 4 pattes et après à marcher, et bien progressivement il va nous aider, mais après il tend à s'intégrer. Je vous avais montré l'agrippement palmaire tout à l'heure. J'approche un doigt, hop, on me l'agrippe et je ferme, je l'agrippe fermement. Au niveau plantaire, je fais une petite pression sous le pied et à la base de l'orteil et hop, il se recroqueville. Qu'est-ce qui se passe quand ces réflexes ils sont actifs ? Eh bien, on peut rencontrer donc les difficultés d'écriture, on peut faire une pression, on peut avoir une grosse pression sur son stylo et donc du coup se plaindre après de douleurs au niveau de la main, de douleurs au niveau du bras. Du coup, ça amène de « j'aime pas écrire » hein, ou « ça me fatigue trop d'écrire ». On peut rencontrer aussi des difficultés de langage et de communication. Par exemple, sur certaines aussi, quelqu'un qui jouerait au violon et qui, du coup, peut avoir d'énormes crispations, douleurs, peut être embêté par ça. Si, par exemple, quelqu'un... Alors, il y a aussi des notions de respecter les limites des uns et des autres. Le fait de lâcher prise, vous savez ce truc-là de lâcher prise lâcher prise, on peut comprendre ce que c'est. Mais bonjour, c'est compliqué parce que quand j'ai besoin de contrôler ou autre, je ne sais pas ce que c'est lâcher prise. Eh bien, parfois, on travaille sur les agrippements pour aller relâcher des choses. Si vous constatez aussi, lorsqu'on marche sur la pointe des pieds, ça peut être un indicateur. Lorsqu'on a du mal à être ancré, rapidement l'impression d'être désorienté dès qu'il se passe un truc, on peut travailler aussi sur l'agrippement des pieds. Les pieds, c'est quand même quelque chose qui nous ancre. Donc, on peut voir que si cet agrippement plantaire, il nous gêne, eh bien, il peut être il peut nous empêcher de nous ancrer réellement, symboliquement. Donc, alors, tout ça pour évoquer, pour faire le lien, de dire qu'il y a plein, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, Flora, quand tu me demandais, c'est qu'on peut gagner en confort. Et ce qui va être important, ça va être d'avoir un objectif. Par exemple, je ne fais jamais de bilan réflexe pour faire un bilan réflexe. Alors oui, ça peut être sympa de se dire « Ah ben tiens, j'ai un réflexe d'agrippement, j'ai un réflexe de Pérez. » Bon, ok. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de dire « J'ai un objectif, j'aimerais... justement, j'ai des réactions face au stress, je perds complètement mes moyens, ou je surréagis à tout, en fait, je m'épuise par rapport à ça. » Voilà, on va prendre un objectif, on va partir d'un objectif et là, on va pouvoir aller en effet tester pour voir quels sont les réflexes éventuels qui pourraient être actifs et surtout qu'on va aller après retrouver du confort et peut-être atteindre l'objectif à partir de mouvements
à partir de mouvements rythmiques, à partir d'activités. Et donc, il y a une approche d'intégration des réflexes qui permet cela, mais ce que je trouve intéressant dans la grille de lecture des réflexes, c'est qu'en fait, on peut intégrer insidieusement ces réflexes dans plein de choses. Quand je fais du sport, quand je fais du mouvement, quand je fais du yoga, en fait, quand je fais des massages, pour aller travailler sur toute la sécurité intérieure avec notre réflexe de Moro ou RPP qui pourrait être actif, je travaille beaucoup avec des pressions isométriques, avec le massage. Voilà, donc en fait, au-delà de l'approche purement intégrative des réflexes, avec ce regard-là et tout ça, en fait, en fait, on le fait déjà naturellement, d'ailleurs. Même les enfants, quand on voit un enfant qui est en train de sauter, qui fait de la balançoire, qui saute sur un trampoline, en fait, il est en train de travailler aussi tous ces mouvements rythmiques qui peuvent l'aider. Donc, voilà. Alors, concrètement, moi, si j'avais une chose à poser là, c'est que pour apprivoiser son stress et faire de son haut potentiel sensible, déjà de prendre en compte une approche vraiment tête-corps-cœur. C'est vrai que quand on parle du stress, on a tout de suite tendance à très rapidement aller regarder, à comprendre. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent sur les émotions, sur comment, alors non gérer les émotions, mais vraiment les accueillir déjà, je pense, les reconnaître, les accueillir, les apprivoiser, c'est déjà essentiel. On a plein de choses autour des méthodes autour de la pensée. Et moi, c'est juste de rappeler là, notamment avec la sensibilité, la haute sensibilité, l'importance d'accorder une place au corps et vraiment de pouvoir passer par le corps et notamment par ces approches, mais il y en a bien d'autres, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir aller aussi sur ce côté en fait sensorialité. Je dirais que les trois sont importants, mais en tout cas, on oublie trop souvent, c'est-à-dire que quand on est en stress, à ce moment-là, on n'est pas dans notre cortex, on n'est pas ici, on n'est pas dans la capacité je prends un exemple, moi j'adore la communication non violente, la CNV, je me suis formée à plein de choses, c'est super. Intellectuellement, je comprends très bien la technique, mais pourtant quand je suis en situation de stress, j'arrive pas à accéder à ça à ce moment-là. Et donc, j'ai besoin, parce qu'en fait, c'est mon cerveau des réflexes, c'est celui-là, le tronc cérébral dont je parlais tout à l'heure, et aussi mon système limbique, cerveau des émotions. En fait, il y a des choses qui se passent là, et il est difficile d'être là à ce moment-là. Et donc, pour pouvoir aller récupérer quelque chose en situation de stress, c'est Daniel Siegel qui en a parlé. Il a représenté d'ailleurs, vous allez pouvoir aller regarder, il a représenté un cerveau en parlant des étages, en représentant en fait le cerveau comme une maison. À la cave, il y a le cerveau des réflexes. Au rez-de-chaussée, il y a le cerveau des émotions, donc le système limbique. Et à l'étage, il y a le cerveau du raisonnement, donc le néocortex. Et il dit, en fait, quand je suis sous stress, c'est là que ça se passe. J'ai l'alarme, il y a tout qui réagit. À ce moment-là, pour pouvoir récupérer quelque chose, j'ai besoin de repasser par la respiration, j'ai besoin de repasser par le mouvement pour pouvoir aller calmer un peu tout ça. Et ensuite, je vais pouvoir aller accéder là à mais qu'est-ce qui s'est passé, à quoi j'ai été confrontée comme émotion, je ressens ça, etc. Et c'est qu'après que je vais pouvoir peut-être raisonner un peu plus, faire des liens, prendre de la distance, etc. Donc voilà, donc vraiment rappeler l'importance du corps et d'être dans, en tout cas, cette conférence, moi, ce sur quoi je voulais vraiment axer, c'était de se dire que une façon d'apprivoiser son stress et son potentiel, c'est déjà de reconnaître ce qui se passe, déjà de comprendre un peu, parce qu'on a besoin parfois de clés pour comprendre. Alors, les clés que je pose là, il en existe plein d'autres, elles sont pas... Et voilà, je vous invite à ouvrir plein de possibles là aussi, mais en tout cas, je trouve que ça apporte déjà quelques clés pour comprendre et donc reconnaître. Et puis, puisque j'arrive à reconnaître, je peux aussi, il y a une deuxième étape qui n'est pas la plus simple, c'est d'accueillir ce qui se passe.
d'accueillir que oui, parfois, ça peut être les montagnes russes, ça peut être, voilà, et ça c'est aussi une autre étape. Et puis, finalement, je pense que c'est les premières et la deuxième qui nous amènent à aller apprivoiser quelque chose. C'est pas un but. Souvent, on dit, ah ben, je vais apprivoiser mon objectif, c'est gérer mon stress. Je crois qu'en fait, c'est quelque chose qui s'apprivoise en chemin au regard de ce qu'on identifie, de ce qu'on reconnaît, de ce qu'on accueille progressivement. Et puis, il y a des fois, on a l'impression, ah ben tiens, ça y est, j'arrive un petit peu plus facilement. Et puis après, je fais 2 pas en arrière, 1 pas en avant. Et c'est OK. En fait, je pense que c'est ça, ce cheminement, qui permet progressivement d'aller apprivoiser quelque chose. Et ce que je disais là, c'est de créer des possibles après, que ce soit dans la sphère familiale, sociale, scolaire, professionnelle, voilà, en fonction de ce qu'il y a. Je propose qu'on expérimente quelque chose, Flora. Allons-y. Je propose qu'on expérimente ce qu'on appelle une technique de libération émotionnelle. C'est pour donner un petit exemple d'un mouvement qu'on peut utiliser justement, quand je disais tout à l'heure, on est en plein stress, on le sent venir, il est là. Et donc, en fait, c'est une technique qui est issue de la kinésiologie et de l'acupression, qu'on utilise aussi en travail réflexe. En fait, comme on disait, le cerveau reptilien, il est responsable des réflexes et il prend le dessus en cas de stress, d'accord ? Donc, et on a les lobes occipitaux, c'est ce qu'on a à l'arrière, un petit peu au-dessus de la nuque. Eux, qui vont jouer un rôle sympathique, c'est qu'en général, ils vont imaginer le pire. Quand on est en situation de stress, alors là, ils nous en rajoutent, ils nous donnent bien des images pour imaginer le pire. Et donc là, c'est une technique d'activation cérébrale, pas de massage, hein. Donc, on met une main à l'arrière, on met une main à l'avant. Alors ça, c'est une façon de le faire. Et puis, en fait, on va prendre le temps juste de poser ses mains comme ça. On va prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Et à ce moment-là, en fait, je donne l'indication manuellement à mon cerveau de basculer sur cette partie-là. Je lui donne l'indication de basculer vers le cortex préfrontal, de prendre de la distance. J'invite comme ça à prendre de la distance avec ce qui est stressant, à apaiser les pensées anxieuses, parfois les sensations physiques désagréables que je peux avoir qui sont générées par le stress. Et c'est une technique qu'on peut faire aussi sur les enfants ou les adultes. Si quelqu'un est à côté de soi en pleine crise émotionnelle ou un réveil de cauchemar, ou voilà, hop, on peut aller mettre les mains comme ça. Et on a une autre, sans se mettre les mains en arrière, on peut aussi juste poser les doigts là. Voilà. Et on reste le temps qu'il faut, juste pour venir apaiser. En fait, manuellement, on donne l'information au cerveau de hop, tu passes de là à là. C'est là qu'on a besoin d'être pour pouvoir prendre de la distance avec ce qui se passe. Quand tu dis manuellement, tu imagines ou tu te dis une phrase pour y arriver ? Ouais, non, juste en fait, le simple fait de poser ici vient donner cette information. D'accord. Et le contact de tes mains, c'est pas fort, j'imagine. Enfin, c'est ça. Alors, en pression, il n'y a pas besoin d'une forte pression, mais ça va dépendre de chacun. Donc moi, normalement, juste si on les pose chez quelqu'un, juste le fait de poser. Il n'y a pas besoin d'appuyer fortement. Mais ça va dépendre de la sensation aussi, de la sensibilité de chacun. Il y a des personnes pour qui il va falloir aller appuyer plus parce qu'elles demandent un contact plus fort. Et d'autres, ça va être... Mais à la base, en effet, un contact assez léger. Et puis, bien évidemment, c'est comme toute technique, pour apporter des bienfaits, ce qui est important, c'est de l'expérimenter plusieurs fois. Parce que notre cerveau, il sait bien dire « Oh, ça marche pas ». Souvent, on dit qu'il faut au moins 3 fois pour qu'on se dise « Ah tiens, en réalité, ça peut être intéressant ». Donc, c'est une toute petite chose. Moi, je le recommande notamment aux jeunes. Il y en a qui perdent vraiment leurs moyens quand ils doivent lire une consigne, qu'il y a une évaluation. Je leur dis c'est extrêmement discret. Ils peuvent être là en train de lire leur consigne. Je leur demande de mettre les doigts là et le temps de lire leur énoncé, etc. Et ça, souvent, en tout cas, dans les retours qu'ils me font, il y a des retours plutôt positifs pour eux. Donc voilà, donc je vous invite en tout cas à expérimenter. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, en bonus, il y aura la possibilité de découvrir sur 21 jours, 21 activités et mouvements
à réaliser, que l'on peut réaliser en famille, qu'on peut le réaliser seul à la maison. C'est une manière en tout cas là, d'avoir des mouvements en lien avec tout ce que je vous ai dit sur notamment les réflexes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et donc, de pouvoir expérimenter des choses, de se dire, allez, pendant tous les jours, j'expérimente, c'est quoi, 5 minutes, hein, pas plus, mais j'expérimente des mouvements, je reviens à ce corps-là, et puis il y a des mouvements qui parleront plus que d'autres, et donc ce qui est intéressant, à chacun de faire son tri, de garder après ce qui fonctionne, mais voilà, de pouvoir expérimenter. Et sous la conférence en lien, il y a un questionnaire, en tout cas, alors qui n'est pas un questionnaire officiel, hein, mais qui permet en tout cas d'aller identifier en fonction des réflexes que j'ai présentés tout à l'heure, le réflexe de Moro. Finalement, là, j'ai mis quelques conséquences qu'on pouvait retrouver, mais je mettrai quelques questions qu'on peut se poser, se dire, ah ben tiens, si je coche pas mal là, c'est qu'il y a peut-être mon réflexe de Moro qui est actif. Voilà, c'est un peu les pré-tests, les tests que je vais un petit peu avant pour me donner de l'information avant de faire des tests en direct. Donc voilà, vous aurez ça sous la conférence à télécharger, voilà, pour vous, pour peut-être aller regarder et faire du lien avec ce qui a été dit. Super, merci Sylvie. Moi, j'avais une question là sur les 21 jours et les mouvements. Tu disais qu'il y en avait qui pouvaient nous parler et d'autres moins. Est-ce que ceux qui nous parlent moins seraient par hasard ceux qu'il faudrait qu'on travaille le plus? Ou il n'y a pas de rapport? J'aime beaucoup ta question, Flora. J'aime beaucoup ta question parce que, en effet, il pourrait y avoir de ça. C'est vrai que très naturellement, on aurait tendance à laisser de côté ce qui est un peu plus inconfortable pour soi. C'est pour ça que moi, après, c'est chacun qui, en fonction de ce qu'il sent, de là où il en est, fait un choix. Mais ça peut être vraiment intéressant de se dire, OK, je vois que celui-là, il ne me plaît pas, ou j'ai du mal avec, mais quand même, je vais essayer de le faire. Et je vais peut-être même essayer de le faire plusieurs fois. Parce que ça, c'est moi-même, hein, la première, hein, il y a des mouvements, par exemple, en réflexe que je donne parfois à faire parce que, ou même des mouvements que je donne à faire parce que la personne adore et puis qu'en plus, c'est juste pour elle à ce moment-là. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec. Et ça m'amène à aller les explorer quand même parce qu'en fait, bah oui, je suis tout à fait d'accord que parfois, en fait, j'en aurais besoin. Donc, moi, ce que j'invite, c'est à expérimenter, si on a envie de ce défi, de se dire, si, allez, je le fais, j'essaye. Et puis, parfois, et ça, je le vois avec les personnes hein, qui me disent, bah, c'est fou, je n'aimais pas du tout ce mouvement. Et puis, finalement, c'est devenu un mouvement limite qui devient indispensable, quoi. Donc, oui. Est-ce que c'est long en soi de travailler tu vas me dire, je suis sûre, ça dépend, mais est-ce que en moyenne, je veux dire, c'est des choses qui se travaillent sur des mois et des mois ou ça peut être rapide? Alors, le travail en réflexe, en intégration de réflexe, hein, Ouais. ouais. C'est très variable parce que ça va dépendre de l'objectif. Moi j'ai des accompagnements en 3 séances, je dirais en réalité, moi mes accompagnements c'est entre 3-6 séances et j'ai des accompagnements un peu plus longs, mais là c'est dans le cas d'enfants par exemple qui ont des troubles autistiques et où il y a tout un travail qui se fait et où voilà, et donc un peu plus à long cours, sur le long cours. Mais en revanche, oui, il y a des personnes que je vais voir juste 3 fois. Parce qu'en fait, le travail en réflexe, c'est donc la séance. Les personnes repartent avec des mouvements à faire à la maison. Et donc, ça veut dire qu'elles continuent à travailler dessus. Donc, ça demande quand même aussi un investissement, c'est-à-dire que de se dire, allez, je vais essayer de faire les mouvements à la maison. Et on se revoit au bout de 3 semaines. À peu près 3 semaines, 1 mois. Et donc, en gros, oui, il se passe 3 mois en général. Et c'est parfois en une séance, moi, je suis toujours épatée des retours. J'avais accompagné il y a peu de temps quelqu'un qui avait de l'énurésie, pour te dire, donc c'est quand même quelque chose qui avait fait des traitements, qui a fait un travail psychologique, bref, qui a fait beaucoup de choses. On a fait une séance, au bout de 2 semaines, j'ai un mail de la maman qui me dit, mais juste incroyable, nuit sèche depuis.
et on a continué quand même pour renforcer quelque chose et l'énurésie, on n'en parle plus, c'est plus un sujet. Donc parfois, il y a des choses qui, pareil, des enfants avec des fortes colères, j'ai vu une séance, ils travaillent un peu à la maison et déjà la deuxième séance, il y a des choses qui s'apaisent. Donc parfois, il y a des retours juste incroyables dans la rapidité. Et puis parfois, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut passer un peu ces étapes-là de je lâche des choses pour pouvoir. Donc, on voit quand même des choses, mais au bout de la troisième séance. Et puis, il y en a pour qui c'est peut-être pas l'approche sur le moment. Et donc, c'est aussi important de savoir dire à ce moment-là que c'est peut-être pas l'approche adéquate sur le moment, celle qui fonctionnera, et c'est important de réorienter dans ce cas-là sur d'autres choses. Et ton petit challenge de 21 jours, est-ce qu'on peut le faire justement avec nos enfants? On peut tester en famille? Oui, Ouais. vraiment. L'idée, alors, on peut décider de le faire tout seul, mais en général, quand on a je sais pas de mon côté, mais en tout cas, quand il y a des enfants, ils sont souvent curieux de tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de le faire en famille, puisque finalement, ça fait du bien à tout le monde. Il y a pas, dans les mouvements là que je propose, il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements rythmiques que je ne vais faire moi qu'en cabinet en accompagnement. Parce qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Il y a parfois des... voilà, il peut y avoir des petites conséquences et autres, donc même si c'est complètement invasif. Mais voilà, là, je propose vraiment uniquement des mouvements que vous pouvez largement faire à la maison et ensemble. Super. Sylvie, je t'invite à désactiver, si tu veux bien, pour le mot de la fin, pour ton mot de la fin à toi, le partage d'écran, si tu peux. Oui. Voilà, comme ça, on te verra en grand pour que tu que tu nous dises le mot de la fin. Le mot de la fin. Écoutez, en tout cas, déjà merci Flora pour ce sommet sur l'hypersensibilité. Vraiment, je suis vraiment très touchée et ravie de pouvoir contribuer à ça. Voilà, de pouvoir, en tout cas, je l'espère, avoir ouvert des pistes pour certains ou peut-être rappeler autrement des pistes déjà présentes pour chacun et vraiment d'accueillir en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, cette haute sensibilité avec ces zones, ces forces, ces zones de vulnérabilité. Et puis que chacun puisse en faire, faire son cheminement avec. Merci Sylvie. Merci Flora.